Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des équations et fonctions quadratiques. Cette unité qui fait partie du cours de mathématiques 20-1 dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors dans cette deuxième vidéo des fonctions quadratiques, alors en fait on va regarder comment analyser et résoudre des équations de cette forme-ci. Alors non seulement en factorisant, mais aussi en utilisant la calculatrice. Alors, souvenez-vous, alors dans la première partie de cet enseignement, on avait parlé de ces deux points-là, qui étaient les abscisses à l'origine. On les appelait aussi les zéros, et ils portent aussi le nom de racines. Alors, ces abscisses à l'origine se passent lorsque les valeurs de y sont égales à zéro. Et en fait, alors, regardez, voici notre équation. Ok, voici l'équation. Et cette équation, quand est-ce qu'elle est égale à zéro? Alors en fait, pour résoudre ce genre de fonction quadratique ou d'équation, il faut tout simplement comprendre que le zéro correspond à la valeur y du point que l'on recherche. Ok. Alors, par exemple, voici ce à quoi ressemble notre équation quadratique de la forme générale. Souvenez-vous, ça c'était un y égale à ax carré plus bx plus c. Y, eh bien ce y là, il est maintenant devenu un 0. Alors que sont les valeurs de x lorsque la valeur de y est égale à 0? Et en fait, c'est ça ce que veut dire résoudre une fonction quadratique. Alors, ici, alors je viens de vous en parler. Alors ces solutions-là, c'est des racines, des zéros. Euh, eh bien, alors ici dans cette fonction ici que je vous montre, eh bien voilà son équation. La réponse à cette équation, eh bien c'est les valeurs de x lorsque y est égal à 0. Alors en d'autres mots, ce sont les abscisses à l'origine. Alors les réponses ici seraient la solution pour cette fonction serait x égale moins 3 et x égale 2. Alors normalement, visuellement ou graphiquement, c'est quand même plus ou moins très facile de déterminer ces solutions. On n'a qu'à regarder où se trouvent les abscisses à l'origine. Alors ici, encore une fois, les zéros de la fonction surviennent lorsque y égale 0. Bon, alors là, on va voir comment faire ça. Alors comment résoudre ça lorsqu'on a que l'équation. Alors comment est-ce qu'on va résoudre cette équation-là ou déterminer les racines ou les zéros de cette fonction? Alors en utilisant la factorisation et ensuite en utilisant la calculatrice graphique. Alors lorsqu'il est question de factoriser, alors on va commencer en sortant, alors voici notre trinôme, on va commencer en sortant le plus grand facteur commun. Le plus grand facteur commun ici va être 1 ou aussi moins 1. Et c'est ce que je décide de faire, je décide de sortir le moins 1 comme plus grand facteur commun, ce qui me permet d'avoir un trinôme où la valeur de a est égale est une valeur positive. La façon que j'enseigne la factorisation dans mes cours, c'est que, alors pour factoriser un trinôme comme ça, où la valeur de a n'est pas 1, on cherche, alors on est à la recherche de deux nombres qui ont comme produit le produit de AC. Le produit de AC. Eh bien, A c'est 2 et C ici c'est moins 3. Alors on cherche deux chiffres qui ont comme produit moins 6. Ok. Et ces deux chiffres doivent avoir une somme de B. B dans cet instant, ou dans ce cas-ci, c'est 5. Alors ces deux nombres qui auraient un produit de moins 6 et une somme de 5, eh bien ça va être 6 et moins 1. Et après, une fois que tu as déterminé ces deux nombres-là, eh bien ça c'est le 5x, tu le sépares en ces deux nombres. Alors le 5x se sépare en 6x et moins 1x. Et alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le 5x et je l'ai séparé en ces deux chiffres. J'ai décidé de prendre le 6x et de le regrouper avec le 2x carré, car en regardant ces deux-là, je vois qu'ils vont avoir un facteur commun.
Et ensuite, alors, j'ai mis le moins 1x qui reste, je l'ai mis avec le terme constant, le c. Une fois que vous avez séparé le 5x et que vous avez regroupé de cette manière vos termes, vous allez continuer en faisant la factorisation par le regroupement. Alors, je regarde ces deux premiers termes-là, 2x carré plus 6x, eh bien le plus grand facteur commun ici serait de 2x. Quand je factorise 2x du premier terme, ça me laisse un x ici. Et lorsque je factorise 2x du deuxième terme qui est 6x, ça laisse derrière un 3. Alors 2x fois x, 2x carré, 2x fois 3, 6x. Très bien. Lorsque je regarde mon deuxième terme, je m'aperçois que les deux sont négatifs. Alors je peux sortir moins 1 comme facteur commun, et en sortant moins 1 comme facteur commun de ces deux termes-là, eh bien ça laisse derrière le x plus 3. Et en fait, c'est ce qu'on recherche. Lorsqu'il est question de factoriser en utilisant le regroupement, on cherche à ce que ces deux termes qui se trouvent dans les parenthèses ici, on cherche à ce qu'ils soient pareils. Car maintenant, si ces deux termes ou ces deux expressions sont pareilles, eh bien on peut les factoriser elles, et elles peuvent sortir de tout ceci comme étant le plus grand facteur commun. Car par exemple, dans ce premier terme, on a 2x fois x plus 3, eh bien je sors x plus 3 comme facteur commun. Et ici, on a moins 1 x plus 3, eh bien le x plus 3, il sort encore une fois comme facteur commun. Eh bien, si le x plus 3, il sort comme facteur commun de ce premier terme, eh bien il laisse derrière un 2x. Et si on sort le x plus 3 de ce deuxième terme, il va laisser derrière un moins 1. Et maintenant, arrivé à ce point-ci, alors la question nous demandait que sont les racines de l'équation, etc. Eh bien, on comprend déjà, j'espère, que ces racines-là se passent lorsque y est égal à 0, comme on avait vu ici. Okay, alors, lorsque y est égal à 0, que sont les valeurs de x? Et alors, puisqu'on est arrivé à ce point-ci, okay, je regroupe le négatif ici, alors je le remets dans une de mes expressions ici, ou un de mes binômes. Alors je décide de le mettre avec le premier, alors moins 2x, et moins fois moins 1 me donne plus 1. Et ensuite je comprends alors que tout ceci doit être égal à 0. Eh bien, tout ceci est égal à 0 lorsque soit ceci, ce que je vous encercle là, soit le moins de x plus 1, soit lui il est égal à 0, et ou le x plus 3 est égal à 0. Car on sait que si tout ceci est égal à 0, eh bien 0 fois quelque chose nous donne 0. Et quelque chose fois 0 nous donne aussi 0. Alors on est vraiment en train de rechercher les valeurs de x qui feraient de sorte que ces deux binômes seraient égaux à 0. Eh bien alors moins de x plus 1 est égal à 0 lorsque, et là c'est vraiment il est question d'isoler pour la variable, alors on soustrait 1. Alors en fait, ce que j'ai décidé de faire plutôt, en fait, c'est additionner 2x. J'additionne 2x de chaque côté. Alors j'ai 1 égale 2x. Alors 2x égale à 1. Et ensuite, je divise par 2 de chaque côté pour alors avoir x égale à 1 demi. Ça, c'est une ça, c'est une des abscisses à l'origine, ou des racines, ou des zéros. Les trois qui veulent encore une fois dire la même chose. Le deuxième ici, x plus 3 égale 0. Eh bien, ceci est égal à 0 lorsque x est égal à moins 3. Alors là, il est encore une fois juste question d'isoler pour le x. Alors on soustrait 3 de chaque côté. X est égal à moins 3. Alors ça, c'est nos deux racines. Ça, c'est nos deux abscisses. Alors cette parabole, elle croise ou elle traverse l'axe des x. Lorsque x est égal à 1 demi, alors on a une coordonnée, 1 demi, virgule 0. Et la deuxième coordonnée, elle est de moins 3, 0. Alors ça, c'est en utilisant la méthode de la factorisation. Alors encore une fois, ce qu'il faut retenir ici dans cette méthode, c'est qu'il faut comprendre que ça, une fois que vous êtes arrivé au facteur du trinôme de départ, okay, une fois que vous êtes arrivé à ces facteurs-là, il faut vraiment comprendre que ces deux-là, eh bien, ces deux-là seraient égales à 0 dans le cas où la première expression ou le premier facteur est égal à 0. Eh bien, ce premier facteur est égal à 0 lorsque, comme on avait vu, x est égal à 1 demi. Et ou dans le cas où x plus 3
serait égal à 0? Eh bien, celui-là serait égal à 0 lorsque x est égal à moins 3. Alors ça, c'est comment on le fait en utilisant la factorisation. Et maintenant, en utilisant la calculatrice graphique, euh, là, bien sûr, tu sors ta calculatrice graphique, tu appuies sur le bouton qui dit y égale, et ensuite tu mets ta fonction quadratique, ou tu mets ton équation. Alors, je vais me débarrasser de ce qu'il y avait là, et je vais mettre moins 2x au carré, moins 5x plus 3. J'appuie sur le bouton Graph, et là, voici ma parabole. Et lorsque je regarde cette parabole, on avait vu que nos abscisses devraient être moins 3 et une demi. Eh bien, on dirait que c'est ça. On dirait qu'on a une abscisse de moins 3 ici, à gauche, et que celle d'à droite sera une valeur de une demi. Mais il faut en être sûr, et il ne faut pas regarder la parabole et essayer de dire, ah oui, on dirait que... Alors, la façon de faire ceci, alors comme je vous le montre dans ces étapes, serait de faire second trace, et après tu choisis deux zéros. Alors en fait, tu es en train de déterminer les zéros de la parabole. Alors tu choisis deux zéros, tu appuies sur le bouton Enter, et là, ta calculatrice te demande left bound. Alors disons par exemple que je veux commencer par trouver cette racine ici, à ce point-là. Okay, alors cette abscisse. Left bound veut dire choisis un point qui se trouve à gauche de ce point-ci. Alors choisis un point qui se trouve à gauche de ce point-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers la gauche jusqu'à ce que ma petite souris dépasse l'abscisse à l'origine et qu'elle se trouve à gauche. Oui, elle va se trouver en dessous, mais elle se trouve quand même à gauche de ce point-là. Parce qu'on voit en fait que la parabole, même si elle descend, oui, mais elle descend, mais elle va aussi à gauche, n'est-ce pas? Alors, je choisis un point, disons par exemple ici, ça c'est un point qui serait à gauche de mon abscisse à l'origine. J'appuie sur Enter, et ensuite ma calculatrice me demande right bound. Right bound veut dire choisis un point qui se trouve à droite de cette abscisse. Je continue, je bouge vers la droite. Voilà, ceci serait un point qui se trouve à droite de cette abscisse. Oui, ce point se trouve au-dessus de l'abscisse ou du point, mais c'est quand même, il se trouve quand même à droite aussi. Comme on le constate, même si on est en train de bouger vers le haut, notre souris elle bouge quand même vers la droite. Elle est toujours là, vers la droite. D'accord? Alors, j'amène ma souris à un point qui se trouve vers la droite, à droite de l'abscisse. J'appuie Enter une deuxième fois. Et là, ma calculatrice me demande Guess. On ignore ça. On appuie Enter une troisième fois. Et voilà comme on le constate. Alors, x est égal à moins 3, y est égal à 0. Alors, voici une des abscisses qu'on avait déterminées en utilisant la factorisation. Je vais faire la même chose avec mon abscisse à droite. Alors, j'appuie Second Trace. Je choisis 2 0. Et après, je bouge ma souris de manière à ce qu'elle soit à gauche, alors left bound, de manière à ce qu'elle soit à gauche de l'abscisse à l'origine. Je bouge, je bouge, je bouge. Et là, voilà, ma souris se trouve là. Elle se trouve au-dessus, oui, d'accord, mais elle se trouve quand même à gauche de cette abscisse. Alors j'appuie Enter, je bouge vers la droite jusqu'à ce que je dépasse ou que je traverse l'abscisse à l'origine, je me trouve maintenant à droite de l'abscisse à l'origine. Oui, je comprends que c'est en bas, mais c'est aussi à droite. J'appuie Enter une deuxième fois, et ensuite Guess, tu ignores ça encore une fois, et tu appuies Enter une troisième fois, et effectivement on voit qu'on a une abscisse à l'origine de 0,5, ce qui est 1 demi, lorsque y est égal à 0. Alors ça c'est comment tu utilises la calculatrice ou la calculatrice graphique pour déterminer les racines, les zéros, les abscisses à l'origine des formules quadratiques. Alors ici je vous donne un problème contextualisé. Alors je vous dis un jouet fusée est lancé de manière à ce qu'il se déplace dans une trajectoire parabolique. Sa hauteur h en mètres au-dessus du sol est définie comme... Alors voici notre fonction, okay, sous forme de notation fonctionnelle. Alors la hauteur dépend du temps. Okay. Alors h est notre variable dépendante qui alors est sur l'axe des y. Tandis que le t,
le temps est notre variable indépendante, ce qui est x. Alors t est la variable indépendante, et tandis que la hauteur est la variable dépendante. Et j'espère que lorsqu'on y pense, ceci a du sens. La hauteur de la fusée va dépendre du temps dans la trajectoire, et non vice-versa. Le temps que passe la fusée dans l'air n'est pas une fonction de sa hauteur, mais plutôt l'opposé. La hauteur est une fonction du temps que passe la fusée à voler. Alors ici, alors je vous dis quand même, alors on va résoudre ça à l'aide d'une calculatrice, mais on va aussi résoudre ça algébriquement. Alors A, la première question ici, quand est-ce que la fusée touche le sol? Alors je vais mettre ça dans ma calculatrice graphique. Alors j'ai moins 3x carré plus 30x. Voilà. Et là, comme je vois, en fait c'est ça. Je ne vois pas, ma parabole, je ne la vois pas très bien. J'ai vu une ligne apparaître ici. Je sais qu'il y a un sommet quelque part par là. Et ensuite, je vois que ma parabole, elle redescend comme ceci. Alors, ce qu'il faut faire à ce point-là, c'est vraiment c'est d'augmenter ce que l'on peut voir. Et ce que je veux dire par ça, c'est que ici, on voit une valeur maximale de x de 10. Et ici, on voit une valeur maximale de y de 10. Ce sont les valeurs de défaut. Ce sont les valeurs qu'utilise ta calculatrice par défaut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Window, le bouton Window, qui en français veut dire fenêtre. Et après, je vais changer ces valeurs de manière à pouvoir mieux voir mon graphique ou la parabole. Alors, par exemple, j'aimerais augmenter ma valeur de x maximale pour que je puisse voir un petit peu plus vers la droite. Alors, je vais aller ici, je vais changer ça. Je descends, regardez ça c'est x minimum, tandis que ceci est x maximum. Alors c'est celle-là qu'il faut changer. Je vais la changer par exemple à 20. J'appuie sur le bouton graphe. Et là voilà, je vois un petit peu plus vers la droite et ceci m'a permis de mieux voir l'abscisse à l'origine ici. Je vais faire la même chose mais verticalement avec la valeur maximale. Je sais que on dirait qu'on a une parabole qui se passe quelque part vers le haut ici. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente la valeur y que je peux voir. Alors il faut augmenter ça. Euh, je retourne dans Window, fenêtre, je descends à Y max et je change ceci à une valeur qui est un petit peu plus grande. Disons par exemple que je vais la changer à 100. Et voilà. Alors là, je peux vraiment mieux voir la fonction. Je vois qu'il y a un sommet et peut-être que là maintenant je serai plus en mesure de répondre à ces questions. Alors A, quand est-ce que ça touche le sol? Alors quand est-ce que la fusée elle est en contact avec le sol? Alors ceci veut dire, c'est qu'il faut déterminer. Alors en fait indirectement la question te demande détermine les abscisses à l'origine, car ces abscisses à l'origine se passent lorsque la hauteur est 0. Lorsque la hauteur est 0, que sont les valeurs de x? Et c'est ça ce que demande cette question. Alors je fais second trace, je vais à 2, 0. Et après, ma calculatrice me demande left bound. Alors, je vais commencer par celle de gauche. Pas nécessairement, ça a pas de, ça a pas de, ça ne fait aucune différence. Je pourrais très bien commencer avec celle de la droite, là, l'abscisse à l'origine à droite. Mais je vais commencer par la gauche. Alors, je vais descendre. Alors, je sais que je ne peux pas très bien voir ma souris, euh, mais voilà, je vois en fait que je me trouve à une valeur de y de moins 13 pour une valeur de x de moins 4,25. Alors oui, je suis effectivement quelque part en bas près d'ici. Alors je vais appuyer Enter et ensuite je vais continuer vers la droite jusqu'à ce que je puisse voir ma souris. Et bien là, voilà, et je sais qu'il y a une abscisse à l'origine qui se passe en bas ici. J'appuie Enter une deuxième fois, Enter une troisième fois, et bien j'ai un 0 qui se passe à x égale à 0, y égale à 0. Alors, en fait, une de mes abscisses à l'origine, oui, une de mes abscisses à l'origine passe par le point d'origine, c'est-à-dire le 0, 0. Mon autre abscisse se passe lorsque second trace, alors je fais ça encore une fois, 2, 0, et je vais refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, je veux trouver l'abscisse à l'origine à droite,
Alors je vais vers la droite jusqu'à ce que je me trouve à un point qui est à gauche de cette abscisse. Vous savez quoi, je vais peut-être changer la fenêtre avant de faire ça. Je vais changer mon Y minimum. Je vais changer ça à disons moins 50. Ok, voilà, comme ça je peux avoir un petit peu plus d'espace en dessous de l'abscisse à l'origine. Alors, second trace, 2, 0. Alors, je choisis un point à gauche de mon abscisse à l'origine. Voici ce point. Et je choisis un point à droite. Enter une deuxième fois, Enter une troisième fois. Et voilà, j'ai mon abscisse, ma deuxième abscisse à l'origine qui se passe lorsque x est égal à 10. Alors, un autre point, 10, 0. Alors, quand est-ce que ça touche le sol? Comme on avait vu avec la première abscisse, elle passe. Alors cette parabole commence à 0, 0, elle monte, la fusée monte et descend et se trouve à une hauteur de 0 lorsque temps est égal à 10. Ceci, alors voici, ça c'était comment on faisait ça avec la calculatrice graphique. Alors en fait, ça aurait été plus facile de faire ça en factorisant. Alors lorsqu'on regarde notre équation, voici notre équation. Quand est-ce que la fusée touche le sol? C'est-à-dire, il faut traduire. Ça veut dire quand est-ce que, après combien de temps, notre fusée se trouve-t-elle à une hauteur de 0? Alors en fait, il faut résoudre cette équation lorsque la hauteur est égale à 0. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que si ça c'est notre équation, j'ai commencé en factorisant. Alors j'ai sorti moins 3t comme plus grand facteur commun. En sortant moins 3t comme plus grand facteur commun, eh bien, ça laisse un t derrière pour le premier terme et un moins 10 pour le deuxième terme. Alors moins 3t fois t nous donne effectivement moins 3t au carré, et moins 3t fois moins 10 nous donne plus 30t. Eh bien, ce facteur-ci est égal à 0 lorsque t est égal à 0, et ce facteur-là est égal à 0 lorsque t est égal à 10. 0 et 10, voilà nos deux abscisses à l'origine. Pour la question B, quelle est sa hauteur à 2 secondes? Algébriquement, alors cette question nous demande quel est h lorsque temps est égal à 2. Algébriquement, ça se fait très rapidement, très facilement. On remplace la variable t avec 2 et on résout. Alors lorsque t est égal à 2, alors h en fonction de t, alors h en fonction d'une valeur de 2, je remplace t avec 2, alors 2 exposant 2 me donne 4, 4 fois moins 3 me donne moins 12, alors ça c'est égal à moins 12, 30 fois t, eh bien 30 fois 2, ce qui est 60. Moins 12 plus 60 égale 48. Alors quelle est la hauteur à 2 secondes? Lorsque temps est égal à 2, la hauteur est de 48. Alors ça c'est comment le faire algébriquement en utilisant la calculatrice. La manière de faire ceci aurait été d'aller dans Second Trace et ensuite de choisir un value. Et celle-là je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Alors un value, ça veut dire, alors ça te demande en fait, la calculatrice te dit, donne-moi une valeur de x et je te donnerai la valeur de y qui lui correspond. Alors nous, on cherche quelle est la valeur de y, quelle est la hauteur lorsque x est égal à 2. Lorsque x est égal à 2, je la mets dans la calculatrice, j'appuie Enter, et bien voilà, lorsque x est égal à 2, y égale 48. Et c'est ce point-là dans la trajectoire parabolique de la fusée. C. Quelle est sa hauteur maximale? Eh bien, là, il faut vraiment penser à où est-ce que cette hauteur maximale se passerait-elle? Eh bien, elle se passe au sommet, n'est-ce pas? Et comme on l'avait vu, le sommet, la valeur x du sommet, c'est l'axe de symétrie. Ça veut dire que sur cet axe-là, alors si on a un point qui se trouve, par exemple, tiens, par exemple ce point-là, lorsque x est 2, et qu'on a notre axe de symétrie qui se passe ici à mi-chemin, eh bien on peut s'attendre à ce que ce même nombre d'unités vers la droite nous mènerait à ce point-ci. Okay, alors on se souvient que l'axe de symétrie ici, c'est vraiment c'est l'endroit où la parabole, la partie droite de la parabole, en fait elle fait une réflexion dans l'axe de symétrie et te donne la partie gauche de la parabole. Okay. Alors l'axe de symétrie, en fait on peut la déterminer à partir des abscisses à l'origine. Si j'avais une abscisse à 0,
et l'autre à 10, alors on peut s'attendre à ce que la valeur de x à mi-chemin correspondrait à celle de l'axe de symétrie. Alors à mi-chemin entre 0 et 10, eh bien c'est 5. 5 serait notre axe de symétrie. Et comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, l'axe de symétrie, c'est aussi où le sommet se passe. Alors, l'axe de symétrie ici, on avait dit que c'était x égale à 5. Alors, quelle est la hauteur ou quelle est la valeur y lorsque x est égal à 5? Alors là, c'est la même question que B. C'est juste il fallait faire beaucoup d'inférences ici. Alors, B, on te demande tout simplement quelle est sa hauteur à 2 secondes. Alors là, c'était quand même pas mal facile. Tu regardes ça, puis tu dis, ok, bon alors, lorsque x est égal à 2, je détermine la valeur de h, et voilà ma réponse. Alors, on substitue à la place de t, et voilà la réponse. Mais ici, on te demande quelle est sa hauteur maximale. Alors là, les inférences à faire étaient que, ici, l'abscisse était de 0, ici, l'abscisse était de 10. Alors, à mi-chemin entre les deux se trouve l'axe de symétrie lorsque x est égal à 5. Et après, il fallait dire, ah oui, c'est vrai, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, l'axe de symétrie, cette valeur de x qui est 5, eh bien, c'est la valeur x du sommet. Et là, tu as la valeur x du sommet qui est 5. Tu fais la même chose qu'en B. Tu résous lorsque x ou lorsque t est égal à 5. 5 exposant 2, alors 25 fois moins 3 me donne moins 75 ou 75 négatif, plus 30 fois 5 qui est 150. Alors moins 75 plus 150 nous donne une valeur maximale de 75. Alors cette valeur de y en haut, à ce sommet, on peut s'attendre à ce que ce soit 75. Alors ça c'était comment le faire algébriquement. Ici je vous l'indique, car axe de symétrie entre 0 et 10. Eh bien, pour le faire en utilisant la calculatrice graphique, alors on voit que ça c'est un point maximal qu'on est en train de rechercher. Alors je fais second trace et je vais choisir maximum. Si ma parabole elle faisait face vers le haut, alors mon sommet serait un point minimal. Et à ce point, dans ce cas-là, j'aurais choisi 3 minimum. Mais puisqu'ici, notre parabole, elle fait face vers le bas, ceci est un point maximal, alors je fais second trace et je choisis maximum. Et la calculatrice, encore une fois, me demande left bound. Left bound veut dire qu'il faut choisir un point qui se trouve à gauche du sommet. Voici par exemple un point qui se trouve à gauche du sommet. J'appuie Enter. Je continue vers la droite, j'arrive au sommet et je descends un petit peu. Voilà, ça c'est un point qui se trouve à droite du sommet. Et c'est ce que me demande ma calculatrice, right bound. Enter une deuxième fois et Enter une troisième fois. La calculatrice demande guess, ça va, on ignore ça, on fait Enter une troisième fois. Et voilà, maximum de 4 points. Lorsque x est égal à 4.99999. Alors si jamais vous voyez quelque chose comme ça dans votre calculatrice, il faut juste comprendre que ça c'est juste l'imperfection de la machine. En fait ça veut juste dire 5. Lorsque x est égal à 5, y est égal à 75. Lorsque x est égal à 5, y est égal à 75. Et c'est ce qu'on avait fait ici. On avait substitué une valeur de 5 à la place de x, ou dans ce cas-ci t, et on avait trouvé que c'était 75. D, combien de temps est-ce que ça prend pour atteindre sa hauteur maximale? Eh bien celle-là, en fait, c'est peut-être une question que j'aurais dû mettre avant, parce que, comme on le voit très bien, alors on avait déjà déterminé que cette hauteur maximale allait se passer à x égale à 5 secondes. Combien de temps est-ce que ça prend pour atteindre une hauteur de 48 mètres? Alors, même question que dans B, où je te demandais quelle est sa hauteur à 2 secondes, mais ici je te demande combien de temps. Alors en fait c'est l'inverse. Ici, on avait déterminé qu'à 2 secondes, sa hauteur était de 48. Dans E, je te demande, lorsque la hauteur est de 48 mètres, après combien de temps? Alors, dans quel temps du parcours est-ce que la fusée se trouvera-t-elle à une hauteur de 48 mètres? Eh bien, une des réponses est 2 secondes. Mais comme on l'avait vu, alors second trace, value x égale 2. Alors comme on l'avait vu, lorsque le temps était de 2, la hauteur était de 48. Mais ce qu'on constate en fait, c'est que la fusée, elle monte, elle monte, elle monte, et ensuite elle redescend.
et elle finit par retraverser cette hauteur de 48 mètres. Alors en fait, elle se trouve à une hauteur de 48 mètres à deux différents temps dans son parcours. On sait que l'axe de symétrie était de 5. Un temps de 2 se trouve à 3 unités vers la gauche de l'axe de symétrie. Alors on peut s'attendre à ce que la fusée retombe à 48 mètres de hauteur avec ce même intervalle de temps. Alors ce que je veux dire par ça, c'est que l'axe de symétrie c'était 5. Lorsque la fusée était à 2 secondes dans son parcours, elle était à 48 mètres de hauteur. Ce 2 secondes se trouve à 3 unités de l'axe de symétrie qui est 5. Et bien alors une autre 3 unités vers la droite et on retrouve cette hauteur de 48 mètres. Alors de 2 à 5 ça fait 3 unités. 3 unités de plus nous donne 8 secondes. Alors on peut s'attendre à ce qu'il y ait, alors non seulement est-ce que la fusée se trouve-t-elle à une hauteur de 48 mètres à 2 secondes dans son parcours, mais après 8 secondes aussi. Car encore une fois, les paraboles sont toutes symétriques. Ce qui se passe à 3 unités à la gauche de l'axe de symétrie se passe aussi à 3 unités à droite de l'axe de symétrie. Et souvenez-vous, alors c'était en fait avec les abscisses à l'origine qu'on avait déterminé l'axe de symétrie. On savait que l'abscisse ici à gauche était de 0 et que celle ici à droite était de 10. Eh bien, la moyenne des deux, 0 plus 10 divisé par 2, nous donnait l'axe de symétrie. Okay. Alors ça, c'était comment le faire, faire ceci en fait en utilisant un petit peu la parabole. Tu aurais pu aussi résoudre ça en utilisant non, pas second trace cette fois-ci. En fait, en créant une deuxième équation de y qui est de 48. Car ceci va te donner une ligne horizontale de 48 mètres. Graph. Alors voici la ligne horizontale qui représente 48 mètres. Alors là, il faut en fait déterminer le point d'intersection à ce point-ci et à ce point-là. Parce que là, on a une intersection entre la parabole, qui était notre fonction, et la ligne horizontale, qui est la hauteur qui représente 48 mètres. Pour déterminer l'intersection entre deux graphiques, alors les démarches à suivre sont comme telles. Second, trace, et tu vas choisir 5 intersect. Alors 5 intersect c'est en anglais, mais ça veut dire intersection. Alors 5 intersect, et après la calculatrice te demande first curve. First curve veut juste dire amène ta souris au point d'intersection le plus proche. Okay, alors j'amène ma souris à ce point d'intersection ici. J'appuie Enter. Et là, first curve, en fait, non, c'est pas ça. Ça veut dire plutôt que c'est sur cette première courbe. Alors, Enter. Et la deuxième chose à faire, c'est alors, second curve, alors tu rapproches ta souris. En fait, tu as vu que ta souris, elle est allée de la parabole et maintenant elle est sur ta ligne droite. Et ça va. Tout ce qu'il faut vraiment faire, c'est rapprocher la souris de ce point d'intersection, appuyer Enter une deuxième fois, Guess, et bien Enter une troisième fois. Alors voilà, ça te le dit en fait, intersection, lorsque x est égal à 2, y est égal à 48. Alors voici l'intersection, la première intersection. On va faire la même chose avec l'intersection à droite. Alors second trace, on choisit 5 intersect, et cette fois-ci, on va amener la souris de manière à ce qu'elle soit aussi près que possible du deuxième point d'intersection. Alors j'appuie Enter. J'appuie Enter une deuxième fois. Alors je vois en fait que ma souris elle a changé de graphique. Là, avant elle était sur la parabole. Et bien maintenant on voit qu'elle est sur y2 égale 48. Ça va, j'appuie Enter une deuxième fois. Enter une troisième fois. Et voici la deuxième intersection. Lorsque x est égal à 8, y est égal à 48. Alors voilà. Ça c'était une façon de faire ça. Alors en fait d'amener une deuxième ligne dans notre graphique. Alors cette ligne-là horizontale qui représente une hauteur de 48 mètres et voir que sont les points d'intersection ici. Okay. Je vous dis aussi dans les notes, alors on peut aussi vérifier en utilisant Second Graph Table. Second
graph. Et là, en fait, ça nous donne les tables de valeurs. Alors, en fait, attendez, je vais juste me débarrasser de ce 48 avant. Et je vais faire ça encore une fois. Second table. Ah, on dirait que je ne me suis pas débarrassé de ça. Voilà. Second graph. Alors là, on voit, euh, alors moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Alors, pour ces valeurs de x qui sont négatives, on va les ignorer. Parce qu'encore une fois, dans cette situation, dans ce problème, x veut dire le temps, et le temps ne peut pas être négatif. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en regardant 0, 0. Alors je regarde la partie de mon graphique qui se trouve à droite de la valeur de x qui est égale à 0. Alors après un temps de 2 secondes, voici ma hauteur qui est de 48 mètres. Et ma hauteur continue d'augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à ce qu'elle arrive à mon sommet qui était de 5,75. Alors ça c'était la partie C. On avait répondu à ça déjà. Ça te demandait quelle est sa hauteur maximale et on avait vu que sa hauteur maximale se passait lorsque le temps était de 5 et alors la hauteur était de 75. Alors là, après un temps de 5, je vais m'attendre à ce que les valeurs de Y commencent à diminuer puisque maintenant la fusée va retomber vers le sol. Effectivement, voilà. Alors, lorsque x ou lorsque le temps est égal à 6, la valeur y qui lui correspond est de 72, je continue à descendre, je descends, et voilà, en fait, je vois que on retrouve la valeur de y qui est de 48 lorsque le temps était égal à 8. Okay. Ça, c'était une deuxième façon de résoudre ce genre de questions en utilisant la calculatrice. Mais aussi, il faut savoir comment résoudre ceci algébriquement. Eh bien, on vous demande alors combien de temps est-ce que ça prend pour atteindre une hauteur de 48 mètres. Mais la hauteur, ça c'était la variable dépendante. On remplace la variable dépendante avec cette valeur de 48 et on résout et on détermine les racines. Pour résoudre ça, n'essayez jamais, jamais, jamais de vous débarrasser ou d'annuler une variable t. En regardant ça, je sais que vous avez peut-être l'instinct de diviser par t, diviser par t, diviser par t. Il ne faut jamais faire ceci lorsqu'il est question de fonctions quadratiques. Alors la seule chose la seule chose à faire serait dans ce cas-ci de factoriser. Et alors ça veut dire, j'amène le 48 à droite, je le soustrais, voici mon trinôme égal à 0, et ensuite on factorise. Alors tu détermines que sont les valeurs de t qui feraient de sorte que ce trinôme soit égal à 0. Alors lorsque je regarde ça, je vois qu'il y a déjà un plus grand facteur commun. Ce plus grand facteur commun, il est de moins 3. Et lorsque je factorise moins 3, eh bien ça laisse derrière t carré pour le premier terme, moins 10t pour le deuxième, et plus 16 pour le troisième. Alors ici, dans ce trinôme-là, je cherche... Alors comment factoriser celui-là? Alors je cherche deux chiffres qui feraient un produit de C, qui est 16, mais où leur somme serait égale à B, qui est moins 10. Eh bien ces deux chiffres-là, ou ces deux numéros, seraient moins 8 et moins 2. Moins 8 fois moins 2 me donne plus 16, moins 8 plus moins 2 me donne moins 10. Une fois arrivé à ce point-ci dans notre factorisation, eh bien tout ceci serait égal à 0. Dans le cas où le premier facteur, le t-8, serait égal à 0, eh bien celui-là il est égal à 0 lorsque t est égal à 8, car 8 moins 8 nous donne 0. Et où, dans le deuxième cas, où ce facteur-ci serait égal à 0, eh bien t moins 2 est égal à 0 lorsque t est égal à 2. Voici nos deux réponses. Alors les coordonnées du sommet, ça on en avait déjà parlé, on avait déterminé que c'était les coordonnées du sommet ici lorsque x est égal à 5. L'axe de symétrie, on en a déjà parlé aussi. Et bien par contre là on arrive au domaine et à l'image. Alors, souvenez-vous, on en avait parlé dans la première vidéo, mais lorsqu'il est question de problèmes contextualisés, le domaine des fonctions quadratiques n'est plus x est un élément de l'ensemble de tous les nombres réels. Ce n'est plus ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la valeur de x ici, désolé, l'axe x représente le temps. Le temps ne peut pas être négatif. Le temps ne peut pas être négatif. Non seulement ça, mais le temps va s'arrêter à 10.
Pas que le temps s'arrête à 10, encore une fois, mais c'est que la fusée, elle touche au sol après 10 secondes et voilà, c'est fini. On ne va pas continuer à compter le temps après que la fusée ait fait contact avec le sol. Alors, on ignore cette partie qui montre une hauteur qui est négative, n'est-ce pas? Parce que la fusée, elle quitte le sol d'une hauteur de 0 et elle retombe au sol à une hauteur de 0. Alors, on ignore ces deux parties négatives. Alors, le domaine ici, c'est toutes les valeurs possibles de x qui se retrouveraient entre 0 et 10. Alors ça, c'est le domaine. Pour ce qui est de l'image, alors je viens tout juste d'en parler un petit peu, mais alors comme je viens de dire, effectivement, la hauteur de la fusée se retrouve entre 0 et la hauteur maximale de la fusée qu'on avait déterminée comme étant 75. Alors ici, l'image serait de 0 à 75. Euh, on ne dirait pas y est égal à tout nombre réel ou quoi que ce soit comme ça, à cause du fait que la hauteur ne peut pas être négative. Ok, alors encore une fois, on ignore cette partie négative de la parabole, et aussi alors la hauteur maximale de la fusée est de 75. Alors c'est la valeur y se trouve entre 0 et 75. Et on indique ceci en utilisant les signes d'inégalité. 0 est plus petit ou égal à h, qui serait plus petit ou égal à 75. Et ceci conclut la deuxième partie de l'enseignement des fonctions quadratiques. Merci.